Mais vraiment, je suis navré. Je devais être accompagné de Frédéric Veil, qui est mon comparse, mon co-directeur éditorial, avec qui je travaille depuis plus de 2 ans pour Mnemos et puis pour plein d'autres projets éditoriaux. Et ce soir, par un mauvais impondérable, il a été contraint de participer à une réunion pour Mnemos sur un très très gros projet qui est en cours. Et comme il y a énormément de personnes, eh bien, plusieurs dates ont été retenues et cet après-midi, il a appris que c'était ce soir. Donc voilà, et comme c'est très compliqué de réunir toute une équipe de 15 personnes en même temps, bah, voilà. Y a aucun problème, David. Donc il s'excuse platement, vraiment, voilà, et il vous remercie tous évidemment de votre présence et puis de votre intérêt porté à MU. Alors, bonsoir à tous et bonsoir David Attuil. Vous êtes le co-directeur de ce label MU au sein de la, de la maison d'édition Mnemos. Justement, par rapport à cette nouvelle création, comment c'est tout simplement formé ce label et non pas une collection? On fera peut-être la distinction tout à l'heure par rapport à cela pour conserver notamment l'indépendance éditoriale. Racontez-nous l'histoire de Mu Édition dans un premier temps, qui a donc été créée il y a quelques années, et ensuite de cette séparation, entre guillemets, avec ce label. Alors, c'est une aventure éditoriale qui date de 2013. Toute petite maison d'édition. J'approchais la quarantaine et j'avais déjà bossé pendant des années dans le milieu culturel. J'avais fait toute la première partie de ma carrière dans le milieu culturel. Pour des raisons alimentaires, j'avais repris des études de droit et j'étais devenu juriste, puis RH, voilà, spécialisé en droit social et particulièrement en défense des salariés devant le Conseil de prud'homme. Et puis, bon, bah voilà, la quarantaine arrive, on a une situation qui n'est pas dégueulasse, hein, je dois l'avouer très, très honnêtement. Mais on se dit que voilà, ce qu'on fait est hyper intéressant, mais il manque un petit quelque chose. Voilà, un je ne sais quoi. Et ce je ne sais quoi, bah, ça a été de se dire, tiens, si je repartais dans le milieu culturel, que j'avais énormément aimé au tout début de ma carrière, mais qu'est-ce que je pourrais y faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis j'avais envie de faire des livres. Voilà. Et je n'ai pas regardé le marché, je n'ai pas regardé ce qui se faisait autour. Et j'ai décidé de me lancer avec mes petites économies. Et voilà, et ça a été une expérience très riche de réussites, d'échecs nombreux, mais de très belles réussites aussi. Voilà, et puis arrive 2019 où on commence à être contacté par des distributeurs et des diffuseurs nationaux qui aimeraient bien qu'on les rejoigne. Et sauf que nous, on avait une visibilité en trésorerie qui était à un livre, 2 livres. Quand on rentre en distribution-diffusion, il faut une visibilité à 6 ou 7 livres d'avance. Donc, ce n'était pas possible. Donc, j'allais abandonner l'idée de rentrer en distribution-diffusion. Et Frédéric Veil, avec qui je travaillais depuis quelques mois, ou plusieurs mois même d'ailleurs, me dit, mais t'es complètement con, faut pas abandonner une chance pareille, c'est pas possible, etc. Voilà, il me laisse, je vous dis ça, c'était au mois de juillet 2019, et au mois d'août 2019, on bouffe ensemble sur Lyon. Et il me dit, écoute, voilà, moi j'ai très envie de bosser avec toi, j'aime beaucoup tes projets éditoriaux, resserrons la ligne éditoriale, et moi ce que je te propose, c'est qu'on absorbe grosso modo Mu, et ça devient un label, pas une collection, parce qu'une collection c'est vraiment lié à
une petite partie de ce que fait déjà la maison d'édition dans l'imaginaire, particulièrement pour Mnemos, fantasy, science-fiction, belles intégrales, etc. Mais là, un projet particulier, un projet voilà, indépendant, lié à Mnemos évidemment, mais totalement indépendant dans son fonctionnement. Et il m'a fallu quelques semaines pour y réfléchir et je me suis dit que c'était une bonne idée. Ça faisait 2 ans qu'on bossait ensemble, on s'entendait super bien. Il n'y avait pas de raison que ça se passe mal et la suite m'a donné entière satisfaction. Ça a été un vrai bonheur d'intégrer Mnemos et de lancer pleinement ce label. Et par rapport à ça, David, l'indépendance éditoriale est totale. Il convient bien quand même de le préciser. Oui. Voilà, véritablement, vous avez les mains libres pour éditer avec Frédéric. Totalement. Et on est toujours meilleur à plusieurs cerveaux. Ça veut dire que moi, ça ne me dérange pas. Même s'il y avait pu avoir une mainmise, parce que je n'aime pas comme terme, mais même s'il y avait pu avoir une mainmise de Mnemos, on est toujours meilleur à plusieurs cerveaux. Quand on choisit un manuscrit, quelquefois, on a l'impression de détenir la 8e merveille du monde. Et hélas, 9 fois sur 10, bon, bah, c'est pas tout à fait vrai. C'est juste qu'on a adoré le texte. On a adoré le texte. Et quelquefois, pour en avoir discuté avec certaines de mes consoeurs et certains de mes confrères, mais il peut arriver qu'on soit les seuls à avoir adoré ce texte. Voilà. Mais c'est pas grave. On le fait quand même parce qu'on l'aime ce texte et qu'on a envie de le défendre. Et peut-être qu'il tombe au mauvais endroit, au mauvais moment, et peut-être que dans 10 ans, on en reparlera. Si on a le temps, je vous parlerai du mois Peter Pan, par exemple, de Michael Rock, qui a été une expérience absolument incroyable pour la maison d'édition. Bien sûr, on en reparlera tout à l'heure avec le livre jaune. Par rapport à la diffusion, j'imagine que la diffusion nationale a changé beaucoup de choses. Alors, forcément, évidemment, je pense que vous étiez peu visible en librairie avant, mais j'imagine aussi que le confinement a bouleversé un peu les choses, clairement. Est-ce que véritablement, vous ressentez déjà les effets de cette diffusion nationale ? Alors oui, clairement, malgré le confinement. Malgré le confinement. Il faut bien se souvenir, on a démarré, donc le label devait se lancer le 15 mars. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, 15 mars 2020. Alors, on avait bien choisi notre date, hein, c'était vraiment très, très intéressant. Donc, en fait, on a démarré le 15 mai, en vrai. Donc, avec Walter Kurtz, c'était à pied d'Emmanuel Brault et le livre jaune de Michael Rock. Et on a eu tout de suite d'excellents retours de la part des libraires. Beaucoup de petits mots de libraires, quelquefois publics, quelquefois simplement des mails envoyés en nous disant qu'ils avaient absolument adoré. Et ça nous a convaincus que cette ligne éditoriale que nous défendions était peut-être quelque chose qui était aujourd'hui recherché de la part d'une certaine typologie de lectrices et de lecteurs. Et voilà, et depuis le départ, Média Diffusion, donc, qui est notre diffuseur, a flashé sur le projet. Ils sont présents à nos côtés, ils nous aident. On a des représentants qui font un boulot absolument exceptionnel concernant ce label. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, alors il y a encore énormément de travail, hein. On a encore 2-3 ans de travail avant d'être vraiment implanté en librairie, mais on n'abandonne pas. J'ai déjà été obligé d'abandonner mon tour de France des libraires, puisque c'était un des projets forts de la maison d'édition, c'était d'être présent sur le terrain auprès des librairies et donc d'organiser tous les 6 mois, grosso modo, une espèce de tournée dans différentes régions, en fait, pour pouvoir aller à la rencontre des librairies. Bon, tout ça a été abandonné et a été arrêté par le Covid, mais j'ai hâte, vraiment hâte de reprendre cette petite tournée. Et ça se sent dans vos propos. Par rapport à cette ligne éditoriale, on peut dire que vous êtes entre la littérature blanche et la littérature imaginaire.
Votre slogan est entre guillemets rupture dans le réel, donc ce n'est pas anodin. Justement, par rapport à cela, comment définiriez-vous votre maison? En fait, c'est parti d'un constat. Moi, je suis un très gros lecteur de littérature. Le jeu des étiquettes ne m'intéresse pas vraiment. J'aime un livre parce que ce qu'il me raconte, ce qu'il me dit du monde, de moi, de l'autre, ben, va me parler, va me questionner, va me... Voilà. Et donc je lis tout ce qui me tombe sous la main et que j'ai envie de lire particulièrement. Voilà, quand j'ai le temps, évidemment. Parce que et aussi le travail d'éditeur est un peu chronophage en termes d'organisation, mais dès que j'ai un temps pour moi, effectivement, je vais prendre n'importe quel bouquin. Je me rends souvent en librairie, je vais flâner, je prends un bouquin sur une table de littérature générale ou dans des essais ou sur la table de l'imaginaire. Je ne me pose pas la question. C'est un sujet, voilà, ça m'intéresse. Hop, je vais le lire. Et je voulais une maison d'édition qui ressemble à ça, en fait. Et alors, comme on ne peut pas trop voilà, je ne peux pas faire, vu la taille de Mu, je ne peux pas faire un rayon essai, un rayon littérature générale, un rayon imaginaire, un rayon histoire, etc. Donc, il fallait trouver quelque chose d'un peu plus spécifique pour être repéré dès l'origine, finalement, par les libraires. Et, euh, et j'ai eu la chance, en fait, j'étais en train de travailler au moment où on transformait tout ça avec Frédéric Veil. J'étais en train de travailler sur un manuscrit, le manuscrit d'Emmanuel Brault, qui est un auteur qui vient de chez Grasset, qui avait fait un premier roman chez Grasset. Les peaux rouges, c'est ça? Les peaux rouges, voilà, exactement, et qui a proposé un roman d'anticipation. Mais de l'anticipation voilà, qui raconte pas le monde de demain, mais qui raconte une histoire humaine. Et c'était ça, moi, qui me plaisait énormément. Et cette histoire humaine-là, je me suis dit que c'était peut-être ça que j'avais envie de développer. Ça veut dire que la littérature de science-fiction, elle est pléthorique. On y trouve tout ce qu'on veut. Mais très souvent, elle parle de société. C'est du world building. Voilà, c'est souvent des grands univers qu'on crée absolument magnifiques. Hein. Je prenais Dune, on est dans l'année Dune. Donc, allons-y. Les Dunes, c'est absolument splendide ce qu'a créé Frank Herbert, même si par ailleurs d'autres de ses romans sont absolument excellents et je vous invite à aller les découvrir si vous ne les connaissez pas. Mais, euh, mais c'est énormément de world building, énormément de world building. Euh, Moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt parler de ceux qui sont non pas à la création de cet univers, à la création ou qui vont de fermiers devenir rois. C'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est de parler de ceux qui subissent, de ceux qui vont être acteurs malgré eux d'une situation qu'ils n'ont pas décidée. Et pour être tout à fait honnête, ça m'est également, pendant que je travaillais sur Walter Kurtz, j'étais en train de lire en fait Qui a tué mon père d'Édouard Louis, avec qui je ne suis pas aussi brillant qu'Édouard Louis, mais nous partageons la même histoire, ou en tout cas des histoires très similaires, familiales et sociales. Et d'un seul coup, je me suis dit, il y a une forme de littérature, où on peut parler de ceux qui subissent des éléments, sans rentrer dans une espèce de pathos, un peu lourdingue, mais au contraire, en explicitant et en essayant de mettre voilà, des idées euh, politique, philosophique, sociologique à l'intérieur. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et donc cet entre-deux, l'imaginaire, c'est le pas de côté, c'est le changement de paradigme, c'est ce qui nous permet de nous décaler, de se mettre un tout petit peu au-dessus
et de pouvoir observer un autre monde en parlant des problématiques d'aujourd'hui. Une de nos idées, c'était comment explorer le présent différemment. Voilà. Je vous posais cette question justement, David, par rapport au fait que si ça avait été une littérature uniquement blanche, peut-être que Nemos n'aurait pas flashé entre guillemets sur vous. Est-ce qu'il fallait quand même un petit peu d'imaginaire forcément dans votre ligne éditoriale? Eh ben, j'en suis pas sûr. En fait, Frédéric Veil et Nathalie Veil, donc qui dirigent la maison d'édition de Nemos, sont de très gros lecteurs de tout également. Donc je vous passe les soirées que nous avons à discuter d'anthropologie, d'histoire, de la littérature, de SF également, mais de tout. Une de nos dernières discussions était sur Afropéa de Léonard Amiano, par exemple. Voilà, donc si vous voulez, c'est en ça que c'est intéressant de travailler avec Frédéric et Nathalie, c'est que il y a une connexion intellectuelle qui s'est faite. Il y a une envie de donner à lire des ouvrages qui soit sont trop SF pour la littérature générale, soit ne le sont pas assez pour la littérature de l'imaginaire. Et donc, voilà, essayer de trouver un tiers-lieu littéraire. Et ce tiers-lieu littéraire, bah, c'est ce qu'on essaye de développer avec Mu. Et je trouve ça particulièrement original pour une maison de genre hein, comme Nemos de s'ouvrir justement à d'autres littératures. C'est plutôt rare dans le milieu, donc c'est tout à leur honneur. Et on aurait adoré discuter avec Frédéric aussi pour savoir pourquoi ce coup de cœur-là, pourquoi avoir voulu insérer Mu dans Nemos. Euh, alors, par Alors, rapport. je peux le répondre, je peux Bien répondre là-dessus sûr, parce que je le bien sais. sûr, parfait. Particulièrement, en fait, ce qui lui a plu, c'était les jeunes auteurs que j'avais pu découvrir. Michael Roch, Nicolas Cartelet, qui sont justement dans cet entre-deux de littérature qu'il avait lu, qu'il avait pris grand plaisir à lire. Et il n'avait qu'une envie, c'était de pouvoir un jour publier ce type d'auteur qui soit justement dans cet entre-deux et qui raconte quelque chose de plus intime, de plus universel. Et justement, j'ai découvert ça en préparant la rencontre, c'est que Michael Roch et Nicolas Cartelet ne sont pas des nouveaux auteurs justement chez le label Mu, mais étaient publiés donc chez Mu Édition avant. Et ça, Oui, c'est intéressant, c'est que véritablement, vous rééditez des auteurs d'une très petite maison d'édition pour les transposer sur le label. Et donc, c'est encore mieux parce qu'ils ont déjà un petit peu de public, j'imagine. oui. Et donc, j'ai découvert ça justement. Donc, je trouve que c'est une superbe idée d'avoir repris votre fonds et de ne pas avoir démarré une collection, un label, pardon, totalement nouveau. On voulait abandonner personne. En tout cas, c'était mon souhait. Moi, je ne voulais abandonner aucune autrice et aucun auteur de la maison d'édition. Alors, ça va prendre du temps de rééditer. Bien Ça sûr. va être long parce qu'il faut aussi qu'on propose des nouveautés, il faut aussi avancer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être sans cesse tourné vers le passé, mais il y a des textes très forts que j'ai eu le plaisir d'éditer avant le label Mu et que je partage d'ailleurs avec Frédéric. Et voilà, et donc sur les années qui vont arriver, de temps en temps, nous allons rééditer certains titres qui nous paraissent être vraiment très importants à offrir à un public de lectrices et de lecteurs qui n'auraient pas eu la chance de le découvrir au moment de leur sortie initiale. Sur les 4 premiers, d'ailleurs, 2 sont des rééditions, Oui, voilà, si je ne me trompe pas. Et les 2 prochains, je pense, ne seront pas des rééditions, mais des nouveautés. oui. Voilà. On en parlera évidemment tout à l'heure. Euh, Par rapport, on va peut-être commencer par justement les rééditer, les auteurs que vous connaissez depuis très longtemps. Nicolas Cartelet avec Petit Blanc. Justement, comment s'est faite cette rencontre? Je n'ai pas vu la date de naissance de Nicolas, mais je crois qu'il est plutôt jeune. 89, Euh, si ma mémoire ouais, est bonne. voilà. Je ne Pas voudrais pas. 89 ans, hein, de 1989. Oui, oui, 1989.
Par rapport à cet ouvrage-là, justement, comment l'avez-vous découvert, cet auteur et ce titre-là? Qu'est-ce qui vous a frappé avec ce livre? C'est une histoire formidable, Petit Blanc. Parce que j'avais édité au tout début, fin 2013, début 2014, j'avais édité le tout premier roman de Nicolas. Il avait 25 ans à ce moment-là. Il était doctorant en histoire. Oh, un chat. Euh, Il était doctorant en histoire et il m'avait proposé un texte que je trouvais plutôt pas mal. Mais ce qui m'avait plu chez lui, c'est que je sentais qu'il avait des choses à dire. Et je passe du temps, en règle générale, à discuter avec quand je reçois un manuscrit qui me plaît, je téléphone, on discute pendant 1 heure et demie, 2 heures, quelquefois. Et ça me permet de découvrir l'univers de l'auteur. Et cet univers-là de Nicolas, m'a titillé. J'ai tout de suite senti que son premier roman, c'était bien un premier roman, c'était quelque chose qu'il fallait lâcher avant de passer à autre chose. Donc j'ai décidé de l'éditer en me disant, on est une petite maison d'édition, allons-y, c'est pas grave, je peux le faire, donc je le fais. Donc je l'édite. Et quelques années après, il me parle de ce projet, Petit Blanc, et il me dit, mais écoute, c'est un livre quand même qui est surtout axé littérature générale. Je lui dis, envoie-le-moi, je le lis, je trouve ça excellent, mais je lui dis, oui, effectivement, essaye d'aller voir d'autres maisons d'édition. Il a eu de très bons contacts avec des moyennes et grosses maisons d'édition de littérature générale que je ne citerai pas. Tout s'est très bien passé, mais voilà, hasard de calendrier ou autre, bah, tout ça prenait énormément de temps et le livre n'allait pas être publié. Et je voyais Nicolas un peu dépité. Je lui ai dit, bah, écoute, c'est pas grave, on le fait. Voilà. J'ai dit, il faut le sortir. C'est un très beau texte. Ça m'emmerde qu'il reste comme ça dans un tiroir. Allons-y, sortons-le. Et Et alors, voilà comment le texte est arrivé. Et je suis très content de cette nouvelle réédition parce que en plus, cette couverture de Kevin de alors, Neuchâtel est absolument on en parlera magnifique. tout à l'heure du graphisme, on en parlera tout à l'heure parce que Voilà, je je pense suis que super content. véritablement, c'est la carte séduction qui a fait émerger par rapport à Mu. Clairement, c'est un atout supplémentaire à votre label, ça c'est évident. Mais justement, par Et rapport au fond, merci à Kevin oui, de Neuchâtel. De Neuchâtel, c'est ça. Par rapport au fond du livre, justement, David, c'est une sorte de conte un peu onirique. On peut parler de ça. C'est assez cruel, mais en même temps extrêmement puissant. Qu'est-ce Oui. qui, qu'est-ce qui justement a fait que vous êtes tombé amoureux de cette histoire-là? Est-ce que vous pouvez nous la raconter, entre guillemets, dans le fond? Alors je vais rien spoiler, hein. Albert Villeneuve donc est une personne pauvre vivant à Paris à qui on fait miroiter un avenir dans les colonies. Donc on suppose qu'on est plutôt début 19e, milieu 19e. On lui fait miroiter un superbe emplacement dans les colonies et il décide de prendre femme et enfant, enfin sa femme, sa fille, de partir sur le bateau pour avoir une terre, donc et enfin être un propriétaire, enfin être libre, entre guillemets. Le voyage va pas se passer comme prévu, il va débarquer seul à Sainte-Madeleine, donc l'île colonisée. Euh, et forcément, seul, puisque sa fille et sa femme sont décédées pendant le voyage, on va lui dire qu'on ne donne pas de terre à un célibataire. Il n'a plus d'argent, il ne peut plus retourner à Paris, il est seul. Vont arriver la dépression, l'alcool, la violence, jusqu'au coup de trop. Et il va devoir fuir la maréchaussée et se cacher dans la forêt, où il va rencontrer finalement
toute une galerie de personnages. On pourrait presque penser à une sorte d'Alice, le voyage d'Alice qui va effectivement rencontrer des tas de personnages qui, pour chacun, va apporter finalement une note d'espoir, mais aussi une note de réalité à Albert, jusqu'à la fin du roman, que je vous laisserai découvrir si vous avez l'occasion de le lire, que je ne veux quand même pas trop le raconter. C'est un texte qui est d'une beauté absolument incroyable. J'ai adoré la littérature j'adore toujours d'ailleurs la littérature de Nicolas, parce qu'il réussit à manier une espèce d'écriture rêche, rapide, efficace et en même temps d'une poésie absolument incroyable. Et voilà, c'est très beau et c'est ça qui m'a convaincu. C'est humainement que ça m'a convaincu. Et Alors, littérairement, évidemment. pour ceux qui vont découvrir certains ouvrages aujourd'hui, vous allez voir que les pitchs qui sont au dos des quatrièmes, par exemple, vont forcément vous happer. Mais je pense que le pitch à chaque fois de Davy va encore plus vous embarquer. Mais ça, on le verra peut-être tout à l'heure. Mais vous allez voir que c'est ça qui est fort dans votre maison, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quatre livres qui sont sortis, il y a 4 histoires incroyables. Il y a 4 pitchs qu'on n'a jamais vus ailleurs, tout simplement. Et la rupture dans le réel, elle est clairement là. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose de commun. Vous, je trouve véritablement que vous sortez des sentiers battus très régulièrement, sur les 4 premiers en tout cas, et le 5e dont on parlera tout à l'heure, qui fait forcément grandement envie, et je sais qu'il vous fait aussi envie, David, c'est votre coup de cœur unanime. Mais en effet, on sent qu'il y a une originalité qui est très forte. Alors après, je sais pas, alors pardon, c'est pas de la fausse humilité, hein, mais je suis toujours, on est le résultat de plein de choses qui ont déjà été faites préalablement, et c'est Bien gentil, sûr. j'apprécie énormément votre, votre remarque au sujet de la maison d'édition, mais peut-être plus, je crois qu'on est peut-être arrivé avec cette ligne éditoriale au bon moment, en fait. Beaucoup plus qu'on propose quelque chose de différent, je pense qu'on est peut-être arrivé au bon moment. Ah bah, clairement, je pense que tout le monde a envie de s'évader, d'aller un petit peu plus dans l'imaginaire dans ces temps un petit peu compliqués pour tout le monde, clairement. Eva? Bonsoir à tous et bonsoir Davy. Bonsoir. Moi, là, vous parliez effectivement du livre de Nicolas Cartelet. Moi, il y avait un autre livre que j'avais repéré dans vos prochaines parutions. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un petit peu plus. C'est Aucune terre n'est promise de Lavi Tidar. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai repéré votre maison d'édition que je ne connaissais pas encore. C'est avec la sortie prochaine de ce livre, qui est d'ailleurs une C'était le couverture clou du spectacle. C'était le clou du spectacle. Dommage. Bon, on regardera. Ok, tant pis. Allons-y, allons-y. Allons-y. L'Avitidar. Alors, l'Avitidar, moi, je l'ai découvert avec Oussama, qui a été publié il y a quelques années. J'avais bien aimé, c'était un bon roman, qui a été paru en France, je ne sais plus chez qui, Pocket, je crois, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus. Puis j'avais lu Central Station, qui n'a pas été traduit en français, que j'avais trouvé très bien également. Et on m'a proposé Unholy Land, il y a plusieurs mois de cela. On nous a proposé, à Frédéric et moi, Unholy Land. Et nous l'avons lu tous les deux. Et lors d'un appel, on s'est dit, mais c'est exactement ce qu'on a envie de voir publier. C'est un titre que j'aime beaucoup. Alors, Lavi Tidar, c'est un auteur israélien. C'est un auteur israélien qui est né dans un kibbutz en Israël, qui a vécu en Afrique du Sud, au Laos, à Vanuatu, aux États-Unis, et qui réside aujourd'hui à Londres. Voilà. Donc c'est un écrivain du monde, c'est un écrivain voyageur. Ce qui nous a énormément plu avec Aucune terre n'est promise, c'est que c'est l'histoire de Lior Tirosh, qui est un écrivain de fantaisie, aussi moyen que le sont ses ventes.
Voilà. Il va lui arriver quelque chose de pas drôle. Je vous laisserai découvrir parce que j'ai pas envie de trop spoiler ce début de roman. Et il va repartir en Israël, ou plutôt en Palestina. Il va repartir en Palestina, retrouver sa famille et essayer de se ressourcer. Alors pourquoi la Palestina et pas Israël? Parce que dans le roman de Lavi Tidhar, Israël a obtenu une terre à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, il y avait deux camps qui militaient pour l'obtention d'une terre pour le peuple juif. Un disait nous voulons absolument la terre d'Israël, voilà, et l'autre disait non, non, mais filez-nous n'importe quel lopin de terre et ça ira très bien. Donc il y a eu des projets absolument dingues. Je vous passe, donc il y a eu l'Alaska, il y a eu une partie de l'Europe également, un petit pays juste à côté de l'Allemagne, voilà, c'est très intelligent ça aussi, ça a été très malin de faire ça là. Et puis il y a eu un projet effectivement en Afrique. En Afrique, qui était soutenu par le Royaume-Uni d'ailleurs, qui était prêt à lâcher une de ses colonies. Et Lavi Tidhar imagine que ce camp a gagné et que Israël est né au début du XXe siècle à cet endroit-là. Donc vous imaginez, toute l'histoire est réécrite. Que devient la Shoah quand une terre est déjà octroyée à un peuple et qui lui permet d'accueillir finalement un certain nombre de personnes? Que deviennent les idées destructrices, dévastatrices, racistes, xénophobes, lorsque un peuple comme le peuple juif au cours du XXe siècle a pu avoir un endroit où se sauver? Et tout ça se raconte à l'aune de quelque chose de très contemporain. Ce sont juste des morceaux d'histoire qui vont venir petit à petit. Lior Tirosh, c'est un écrivain, il aime les histoires. Quand il va arriver à Palestina, sa nièce va disparaître. Il va tenter de la retrouver. Et il va se prendre pour une espèce de héros de roman. Et ce faisant, il va questionner son identité, mais surtout nos identités. C'est toute la force en règle générale des romans juifs, c'est quand ils arrivent à nous mettre en face de nos propres identités, et bien là, il y arrive parfaitement. Et surtout, il pose la question de qu'est-ce que ça veut dire d'être une individualité dans un monde globalisé? Comment est-ce qu'on peut se singulariser dans un monde globalisé? Et surtout, faut-il se singulariser puisque tout doit être finalement sur la même ligne, tout le monde doit avoir le même avis et voilà. Et tout ça dans une Palestine qui est traversée par des problèmes politiques, géopolitiques, dont il parle avec une justesse et une intelligence absolument remarquables. Et donc voilà, c'est un titre que j'ai grand plaisir à défendre, avec en plus une traduction. On parle très peu des traducteurs, et vraiment, si vous avez eu l'occasion de le lire en anglais, vous verrez que la traduction de Julien Bétan est absolument magnifique, parce qu'il a conservé toute la poésie de l'auteur. Et ça c'est vraiment un vrai plaisir. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec lui. Je travaille d'ailleurs avec Julien sur une autre traduction qui va arriver dans le courant de l'année prochaine, et c'est un vrai bonheur également. Donc voilà, aucune terre n'est promise, Lavi Tidhar. C'est notre livre de la petite rentrée, alors que nous décalons au 29 janvier. Voilà, parce que la petite rentrée va être un peu blindée par les grosses maisons d'édition. Donc, nous avons décalé ce titre au 29 janvier. Et on a hâte, vraiment, vraiment hâte de vous le faire lire. Merci beaucoup. Mais de Et rien. d'ailleurs, il a été traduit de l'anglais et non de l'hébreu. Il a été traduit de l'anglais. Oui, oui, il a été intégralement écrit en anglais. Lavi écrit en anglais. Voilà. Mais il parle couramment hébreu, normal, après être né
Oui. né dans un kibbutz et issu d'une famille israélienne, c'est assez logique de parler hébreu. J'ai vu également un titre qui devait sortir en fin d'année, mais qui sûrement a été repoussé. C'est l'Évangile selon Myriam, Oui. si je ne me trompe pas. Et par rapport à ce programme-là, pourquoi avoir fait ce choix de décaler ce titre-là? Est-ce qu'il a comment dire, une cohérence particulière et à quelle date surtout va-t-il être publié? Alors, il a été décalé, il a été décalé. Alors, ce que je vous dis là est évidemment, pour l'instant, le titre de janvier est maintenu, mais par rapport à ce Ouais, qui sous va se réserve. passer dans les mois à venir, voilà, je serais bien en peine de vous dire comment les plannings vont s'organiser. En tout cas, nous allons publier l'Évangile selon Myriam, voilà, de Katie Stewart, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Et qui est la première autrice du nouveau label. Qui est la première autrice du nouveau label, en plus, même si par ailleurs j'ai eu la chance de Ouais. publier d'autres autrices. Là, pour le coup, sur ce nouveau label, c'est la toute première. C'est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais publié Confession d'une séancière il y a 2 ans, qui était un recueil de nouvelles qui explorait de façon contemporaine les contes créoles et que je trouvais très intéressant de remettre au goût du jour. Voilà, ça m'avait énormément plu et donc là, on a travaillé sur son nouveau roman, l'histoire de Myriam. On est dans un monde post-apocalyptique et Myriam est une scribe, qui travaille dans qui est dans une communauté en fait, une communauté religieuse, mais également agricole, enfin comme dans n'importe quel monde post-apocalyptique, chacun fait un peu, essaye de refaire société et Myriam, cette scribe, à qui il reste des fragments de Bible, de romans, de chansons, de cahiers d'opéra et cetera, va récupérer tout ce matériel sans savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, va réécrire une nouvelle mythologie plus en phase avec sans doute nos aspirations du moment, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus sociale, qui parle d'altérité. Et voilà, il y a une sorte une nouvelle Bible qui va naître. Et voilà, c'est un très beau texte que moi j'aime beaucoup. Je ne peux pas vous dire la date exacte de sa sortie, mais sachez qu'en tout cas, il sera là l'année prochaine et j'y tiens énormément. Justement, on disait avec toutes ces histoires, et Brice demandait justement s'il pouvait acheter la maison d'édition directement. En effet, on a tous envie de faire une OPA dessus. Donc faites attention, David, parce qu'on est sur le coup. Voilà. Bah, écoutez, si un jour on monte une coopérative, ce sera avec plaisir. Claire, c'est à toi. Non, il n'est pas allumé ton micro. Voilà, c'est bon. Bonsoir à tous. Et Bonsoir. bonsoir, en fait, moi, contrairement à Eva, c'est un autre titre que j'avais repéré dans le catalogue. J'aimais le titre que je trouvais très décalé, c'était Je n'aime pas les grands. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Alors, Je n'aime pas les grands, de Pierre Léoté. Alors, pareil, Je n'aime pas les grands, c'est l'histoire d'Augustin Petit. Alors, Augustin Petit, c'est un survivant de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale que la France a perdue en 1919. Mais Augustin Petit, il aime pas vivre sous le joug du grand Kaiser. Petit à petit, si vous me passez l'expression, il va décider de monter un parti, en tout cas d'abord un mouvement, pour accuser les responsables de la défaite. Parce qu'il faut un responsable, c'est pas possible autrement. La France, la grande France, ne pouvait pas perdre la guerre, c'est impossible. Et donc, il va trouver les responsables de la défaite, qui ne sont ni les femmes, ni les noirs, ni les homosexuels, ni les gitans, ni les juifs, non, ce sont les grands qui à leur tête dépassaient des tranchées. Et sur cette idée
totalement débile, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, tout aussi débile d'ailleurs que de dire que si tout se passe mal, c'est à cause des Juifs, ou des Arabes, ou des… Enfin, voilà. Sur cette idée complètement débile, il va décider donc de fonder un mouvement, agrégé d'abord 2-3 personnes, puis des foules entières, jusqu'à prendre le pouvoir. Évidemment, tout cela vous fait penser à la montée du nazisme et de Hitler, et vous avez raison, c'est tout à fait ça. Et le propos en fait de Pierre Léoté, c'est de démontrer deux choses. La première, c'est que il est encore fécond le ventre de la bête immonde pour ceux qui en doutaient. Et le deuxième, c'est que en fait, il n'y a pas de peuple meilleur ou pire qu'un autre. Et surtout, en fait, l'horreur arrive quand un peuple n'a plus aucune vision en l'avenir. L'horreur arrive quand on pense que ses enfants vivront moins bien que nous, que nous parents. Et c'est ça, en fait. C'est à ce moment-là que les structures s'effondrent, que les structures démocratiques s'effondrent. Et il y a très peu de dictatures. Alors, je fais mon malin, hein, mais j'ai beaucoup discuté avec l'auteur qui est prof d'histoire. Là, je fais mon malin aujourd'hui, mais j'ai appris beaucoup de choses en discutant avec lui. Et c'est vrai qu'il y a finalement assez peu de dictatures militaires dans le monde. Beaucoup de dictatures ont été mises en place de façon populaire, en fait. Et souvent, parce qu'à un moment de l'histoire, ces peuples-là n'en pouvaient plus, étaient écrasés par les dettes, étaient écrasés par les impôts, ils ne voyaient plus d'avenir pour leurs enfants, et donc arrive forcément le messie politique, et c'est vers lui qu'on va se tourner pour résoudre tous nos problèmes. En règle générale, ça se passe mal, et on convient bien qu'il faut revenir rapidement à un système beaucoup plus démocratique. Mais quand même, ça arrive. Et Pierre Léoté, dans ce roman, va commencer donc de 1919 et nous allons finir au début des années 80. Pourquoi le début des années 80 ? Parce que c'est le retour du Front National à l'Assemblée nationale française. Et donc, toute l'histoire reboucle avec Pierre. Et c'est ça que j'ai trouvé absolument intéressant. C'est très décalé, c'est très drôle. C'est très, très drôle. Nous avons énormément discuté avec Pierre pour éviter toute problématique. Rire de l'horreur, ça peut être très compliqué, donc il faut être très prudent. On l'a fait lire à beaucoup de personnes, on a fait très attention. Et surtout, ce que moi je souhaitais, et ce que Pierre souhaitait également, c'était qu'on puisse proposer un appareillage critique à destination des plus jeunes. Et donc, nous avons adjoint à Je n'aime pas les grands gratuitement. Mais d'ailleurs, gratuitement, vous n'êtes même pas obligé d'acheter le bouquin d'ailleurs. Vous pouvez directement vous rendre sur le site de la maison d'édition et sur la fiche du livre, vous pouvez télécharger un livret pédagogique à destination des adolescents de collège et lycée sur la Première, la Seconde Guerre mondiale et la montée des dictatures. Le but étant de montrer l'absurdité de la chose, tout simplement, l'absurdité. Oui. Et c'est vrai que voilà, de plus en plus, alors rares sont les livres qui osent faire de l'humour sur l'horreur, mais je trouve que c'est le meilleur moyen de faire passer des messages, en tout cas, et c'est bien dommage que d'autres écrivains ne puissent pas le faire. On n'a pas parlé d'un autre livre, peut-être, je crois il nous en reste encore deux, hein, bien sûr, mais c'est le livre jaune de Michael Roche. Alors, est-ce qu'on dit Roche ou Roch ? Roch. Et il est français, bien sûr, Michael ou Michael ? Michael, il est français. Michael, c'est bon. Lui aussi, donc, ça a été un auteur édité auparavant. Comment est venu cet auteur à vous ? Ah, Michael, alors c'est toujours… En fait, ce qu'on pourrait croire, c'est qu'on est dans un univers qui est fait de rencontres multiples, variées. En fait, ça n'arrive pas si souvent. Des rencontres comme ça d'auteurs, d'écrivains.
C'est pas si fréquent que ça. Par contre, quand ça arrive, en règle générale, ça a un effet où On vous entend plus, David? Ça a bloqué aussi chez vous? waouh assez surprenant. C'est un d'écriture avec Alfred Boudry, venu avec lui. Alors, pardon, David, mais on vous a pas du tout entendu. Ça a bloqué totalement. Ah, est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais, là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, je ne sais C'est pas bon, ce qui s'est passé. Je regardais ma box, mais a priori, non, il n'y avait pas de souci. On est à la campagne, hein, on est vraiment désolé. On a une connexion qui est un peu dégueulasse de temps en temps, mais voilà, on est très content d'être à la campagne. Donc voilà. Donc Michael, oui, Michael, donc atelier d'écriture. Michael Roch y participe. C'est un atelier d'écriture sur les cauchemars. Bon, beaucoup de personnes participent. Et puis à chaque fin d'atelier d'écriture, moi j'étais derrière, j'étais organisateur. Hein, là pour le coup, je participais en rien, ni en tant qu'animateur, ni en tant que participant. Et à la fin, l'animateur demande si quelqu'un veut lire le texte qu'il a finalisé. Bon, comme d'habitude, hein, c'est comme à l'école, personne ne veut. Et puis, Michael décide de lire son texte. Et une fois qu'il l'a lu, plus personne n'a voulu lire le sien, hein, parce que c'était absolument génialissime. C'était absolument génialissime. Donc, je l'ai attrapé, enfin attrapé autant que faire se peut. Il fait 2 mètres 05. Hein. Je fais 1,65 m, autant vous dire que voilà, c'était un peu compliqué. Je l'ai attrapé en sortant et je lui ai dit, écoute. Pardon, est-ce qu'on peut dire que Michael Roch est la cible prioritaire de Pierre Léoté? Ah oui, ah oui, à partir d'1,75 m en fait. Hein. Vous êtes envoyé au Grand Lag. Très bien, pardon. C'était et alors, si vous êtes blond, c'est pire. Très bien. Et donc, donc je parle avec Michael et je lui dis, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu m'écrives la suite. C'est absolument génial. C'est certainement pas une nouvelle, c'est le début d'un roman. Écris-moi la suite. Et ça a duré 2 ans. Et pendant 2 ans, ce petit malin m'a envoyé des morceaux de paragraphes, des morceaux de phrases, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 2 mois. C'était très varié. Et je bouillais intérieurement. Je déteste travailler comme ça. J'aime avoir le manuscrit complet, en fait, histoire de m'intégrer, enfin de pouvoir plonger à l'intérieur pleinement et plonger dans l'univers de l'auteur. Mais ces phrases étaient tellement belles, ces paragraphes étaient tellement ciselés que finalement j'y ai pris plaisir. Et puis au bout de 2 ans, je lui ai dit, bon, écoute, là, il faut quand même que tu me compiles tout ça. Voilà. Et il m'envoie le texte définitif où ce que je pensais être le premier chapitre, sa nouvelle que je pensais être le premier chapitre de son roman, sera devenu le dernier chapitre de ce roman. Et j'ai été absolument enchanté. C'est un livre intime. Pour moi, Michael Roch, c'est un vrai écrivain de l'intime. Il a une sensibilité. Et le moi Peter Pan traitait de la maturité. Qu'est-ce que ça veut dire de devenir adulte? Est-ce qu'on doit devenir adulte aussi? Voilà. Qu'est-ce qu'on perd en devenant adulte? Qu'est-ce qu'on y gagne aussi? Mais est-ce qu'on est obligé de le devenir? Et le livre jaune, que voilà, qui n'est pas jaune. On a fait exprès parce qu'une couverture toute jaune, ça n'aurait pas été forcément génialissime. Donc voilà. La cité que vous voyez, la cité d'Iraët, c'est l'endroit où un pirate va s'échouer. Et ce pirate va être amené au maître des lieux, qui s'appelle le roi en jaune. Pour certains connaisseurs, ça pourra rappeler certaines nouvelles, voire une certaine série. Et ce roi en jaune lui dit, bah, écoute, je te libère de l'île, mais il faut que tu me libères de ma malédiction. Et cette malédiction, elle s'appelle Ananova. Ananova est une femme
magnifique, mais c'est aussi l'ex du pirate. Et il va donc se rendre compte que cette histoire qui était censée être une histoire à deux était en fait une histoire à trois, sans doute à plusieurs encore. Et comment on se remet d'une histoire d'amour qui finit mal, comme dirait Lérita. Et voilà, et c'est très beau. C'est comment on revient, comment on sort de tout ça, comment on revient d'Iraët, transformé assurément, mais prêt à de nouveau tomber amoureux. Et voilà, c'est un très beau texte sur l'amour, sur qu'est-ce que l'amour, est-ce que l'amour existe, est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps, ou est-ce que l'amour est une espèce d'absolu absolument magnifique. Voilà, ce sont ces questions-là que Michael pose. C'est pour ça que je parle de lui vraiment comme un écrivain de l'intime. Lloyd Cherry du Point, que j'ai eu hier au téléphone, me disait qu'il y avait une certaine forme de spleen fantasy chez Michael. Donc un onirisme, voilà, ouais, du spleen onirique. Et j'ai trouvé que c'était très joli comme expression pour décrire l'œuvre de Michael. Et voilà, c'est un auteur que j'adore. Bon, en règle générale, quand je travaille avec des auteurs, on a une relation qui se noue, qui peut passer par l'affect, qui peut créer de grandes engueulades aussi, hein, mais on revient toujours, on revient toujours les uns vers les autres. Mais voilà, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, qui a une sensibilité presque à fleur de peau, une intelligence du verbe. Et voilà, que dire, à part qu'il fait plus de 2 mètres et que sa littérature est géniale. Et d'ailleurs, il me semble que moi, Peter Pan a été adapté, adapté en poche, en folio. Ouais. Est-ce que ça a eu un impact réel sur Mu Édition? Est-ce que ça a permis de faire découvrir à d'autres lecteurs justement cette maison? Alors, on rappelle que c'était Mu Édition, hein. L'aventure folio, en fait, l'aventure folio est assez dingue parce que quand on a sorti Moi Peter Pan, la plupart de mes consoeurs et confrères m'ont dit t'es fou, ce bouquin il va jamais marcher. Il va jamais marcher. C'est une novella, c'est un truc hyper poétique, onirique, mais personne aura. C'est presque un recueil de nouvelles en fait, parce que même il y a pas de, à part l'aventure de Peter comme fil rouge, le reste ce sont des tableaux, c'est des tableaux impressionnistes. C'est vraiment chaque chapitre est une sorte de tableau que Michael peint. On m'a dit: «Tu vas te planter, c'est très beau, hein, mais ça va être une horreur». Et en fait, ça a été, ça a été, un titre qui a cartonné quasiment dès le départ. C'est très rare pour une toute petite maison d'édition, hein. On n'était pas présent en librairie à l'époque, enfin vraiment, le livre a cartonné. Tout le monde le voulait, et pour la petite histoire, il va gueuler parce que je vais citer son nom, mais je bouffe avec lui, Mathias Echnet, donc de La Volte, à Paris, un jour de semaine. Et comme d'habitude, souvent entre éditeurs, on s'échange des bouquins. Et je lui dis, bah voilà, ça c'est mon petit dernier, c'est mon bébé, je l'adore, c'est absolument génial. Voilà, je lui mets dans les mains. Et le week-end suivant, en fait, il y avait une grande bouffe de La Volte, comme ça arrive très souvent à Paris. Et Pascal Godbillon de chez Folio était présent. Mathias lui remet le livre dans les mains en lui disant: il faut absolument que tu lises ça, c'est génial. Le lundi soir ou le mardi soir suivant, j'avais presque honte de le dire, mais j'étais dans un bar avec des potes en train de boire des bières. On mange beaucoup et on boit beaucoup ce soir, hein. Voilà. Et mon téléphone se met à vibrer. En règle générale, je regarde pas mon téléphone quand je suis avec des amis. Et là, je ne sais pas pourquoi. Le téléphone vibre et je
je sors de la poche et je vois le mail s'afficher, Folio. Et là, je regarde mes potes et je leur dis: 2 secondes, il faut quand même que j'aille voir un truc. Et je tombe sur le message et le message de Pascal Gobillon qui me dit: «J'ai adoré ce bouquin, je le veux, maintenant», grosso modo. Et voilà comment est partie l'histoire Folio. Et je pense que ça a énormément servi la maison d'édition, évidemment. On va pas le nier. Quand une petite maison d'édition est repérée par un pochiste comme Folio, son catalogue devient soudain plus intéressant ou plus attirant, devrais-je dire. Clairement. Et donc oui, évidemment, ça nous a aidés. Ça nous a énormément aidés. Et Brice demandait justement, apparemment il est sur votre site en future parution. Oui. Est-ce que ça va être donc une réédition Ce sera en une grand réédition. format? En fait, on n'a plus de grand format. Le grand format, on n'en a plus d'exemplaires en fait. Si, il m'en reste 3, mais c'est les miens. Je les garde. Donc voilà. Donc on n'a plus de grand format. Alors il existe le poche, mais effectivement, on a pour projet. Alors tout a été un peu voilà, un peu repoussé, etc. Donc comme l'Évangile selon Myriam et comme tous nos autres titres, à part Aucune terre n'est promise, qui lui est vraiment fixé au 29 janvier, il va paraître, mais je ne peux pas vous dire encore quand. Vous le saurez, on le saura début janvier. Début janvier, on est obligé de toute façon de fixer le planning. Donc début janvier, le planning sera fixé. Mais là, avec la période, il faut qu'on ait un peu plus de visibilité sur ce qui va se passer dans les 3-4 semaines à venir. Bien sûr, et on a déjà bien à faire avec les 4 qui sont sortis clairement. Justement, par rapport à ces rééditions, est-ce que vous avez peut-être pensé à faire un format plus restreint, entre guillemets, plus poche, ou au contraire, toutes les rééditions seront en grand format? Non, Pour pour l'instant, toutes les rééditions seront en grand format. Très bien, parfait. Voilà, j'y tiens. J'ai des autrices et des auteurs qui ont été fidèles à la maison d'édition dans les meilleurs comme dans les pires romans. Les pires moments, pardon. Lapsus. Dans les meilleurs ou les pires moments. Et je compte, voilà, c'est aussi une forme de reconnaissance de pouvoir de nouveau proposer certains titres en grand format. Alors, on va peut-être parler du graphisme maintenant, parce que là, on a véritablement affaire à un graphiste de talent et de génie, clairement. Pourquoi lui? Je crois qu'il a un lien avec Nemos, il me semble, mais je ne sais plus lequel. L'histoire, en tout cas, fait qu'il a ce lien-là, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer cette particularité de ce graphiste qui, à mon sens, fait énormément de bien à la collection? Oui, alors, très clairement, enfin, ce serait tous les libraires que nous avons rencontrés, toutes les équipes de diffusion, nos attachés de librairie, etc., nous vantent effectivement les mérites de Kevin de Neuchâtel, et je suis le premier à le faire. Kevin est un illustrateur qui avait envoyé son book en fait à Frédéric Veil. Frédéric me le fait passer, et donc on a tout son travail qu'il faisait pour Ouzbek Erika, pour Libération, etc. Je trouve ça sympa, mais pour moi, il manque quelque chose. Il y a quelque chose que, pour être honnête, je trouvais ça un peu fade, en fait. Et donc je le dis à Fred, je lui dis: «Écoute, j'aime bien, mais pour moi, c'est pas ce que je recherche. À mon avis, c'est pas ce qu'on recherche pour la collection, pour donner vraiment une identité graphique, visuelle unique, de type vraiment collection». Parce que l'idée, c'est vraiment, voilà, si vous prenez tous les livres les uns à côté des autres, il y a un effet collection qu'on a vraiment envie de mettre en place. Et Frédéric me dit: «Mais est-ce que tu es allé voir son site perso?» Je dis: «Bah non, moi j'ai regardé son book, je suis pas allé plus loin». Il me dit: «Bah va voir son site perso», et je vais voir son site perso, c'est création personnelle, et là je tombe amoureux.
Je trouve ça absolument génial, des couleurs fantastiques, une façon de traiter les sujets que moi j'aime particulièrement. Et je dis à Frédéric, OK, banco, on le contacte. Donc, on a appelé Kevin, on a beaucoup discuté avec lui. Il a été emballé par le projet, puisque l'idée, c'était aussi de lui laisser sa démarche artistique. Donc c'est souvent, nous, on arrive avec des idées, mais on lui raconte le roman et lui nous propose des choses et ce sont des discussions. Voilà, 3, 4, 5 réunions de discussion autour des couvertures jusqu'à trouver l'élément ou les éléments qui vont faire la couverture, qui vont faire sens en fait avec le texte. Et il me semble qu'il ne lit pas les textes. Alors, il les lit après. Voilà, c'est ça. Il les lit après. Ça, c'est surprenant. Ouais. Tout simplement pour rester dans le concept en fait. L'idée, ce n'est pas d'avoir une couverture illustrative d'un moment ou d'un personnage du roman, mais c'est plutôt d'avoir une ambiance, un concept de ce qu'on va trouver dans le roman. Et pour ça, il faut évidemment éviter de lire le texte parce que sinon on s'enferme à l'intérieur et on a des chances lorsqu'on est illustrateur, de vouloir décrire une scène qu'on a adorée. Et c'est pas du tout ce qu'on souhaite mettre en avant avec ces couvertures. On n'a pas parlé du nom de l'ancienne maison, Mu Édition, et donc on a gardé évidemment le Mu, mais à quoi fait-il référence? Alors, Mu fait référence à plein de choses. Mu fait référence au continent perdu de Mu. Un continent, c'est l'Atlantide version hémisphère sud. Pardon pour la caricature et le raccourci, mais c'est plus rapide de l'expliquer comme ça. C'est là où on se rend compte que tous les peuples à travers le monde ont des légendes similaires. Et l'Atlantide en fait partie, cette île absolument magnifique, engloutie par les eaux. Eh bien, le continent, la Lémurie, le continent de Mu, a eu le même destin. Et puis, c'est un terme qui… voilà, je suis un enfant d'ouvrier, la télé m'a beaucoup élevé. Les bibliothèques étaient peu présentes chez moi. Donc la télé m'a beaucoup élevé. J'ai lu très tardivement en fait. J'ai commencé à lire très tardivement. Et donc forcément, Mu, ça a été les mystérieuses cités d'or. Voilà. Et puis ça a été également Saint Seiya, qui est un manga que certains peuvent connaître ou pas. Voilà. Pas un manga fantastique, mais qui a marqué, forcément ma jeune… Les Chevaliers du Zodiaque, pour ceux qui ne connaissent pas Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Les Chevaliers du Zodiaque. Et donc, Mu est le chevalier d'or du bélier. Et c'est le seul qui soit un peu posé, un peu calme par rapport aux autres. Et voilà, et comme ça me ressemble un tout petit peu, j'aimais bien cette idée-là et j'aime bien le terme mu également. Je trouve qu'il a une sonorité, quelque chose qui me plaît et voilà. Voilà comment est né le nom. Toutes les références que j'aime, c'est parfait. Taëlle? Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est passionnant. Moi, je me régale. J'avais une question qui est un peu en lien au choix graphique et c'est une question que je pose assez traditionnellement. Quel est votre choix de papier? Bon, j'en ai pas encore eu un entre les mains, mais est-ce que vous travaillez avec les mêmes imprimeurs? Est-ce que c'est vous qui choisissez le papier? Enfin voilà, comment ça se passe sur cette partie-là de la chaîne de fabrication de vos livres? Je Alors, vous avais prévenu, David. Pardon? Je vous avais prévenu, David. Oui. Donc, en fait, on a choisi le papier il y a plus d'1 an. On a choisi la carte de couverture, on a choisi le papier il y a plus d'1 an. Nous travaillons avec le même imprimeur. Nous utilisons toujours
le même papier, la même carte de couverture. C'est pour moi, enfin, pour Frédéric et moi, c'est très important. Ça veut dire que l'objet livre, quel que soit le bouquin de mu que vous prendrez en main, vous devez avoir la même sensation de toucher aussi bien de la couverture que des pages intérieures. Donc, on a fait attention à ça et donc on travaille avec le même imprimeur. Et s'il devait advenir que nous changions d'imprimeur, nous prendrions les mêmes références de papier et la même carte de couverture. Tout ça ne bougera pas. C'est très, très important pour nous. Par contre, vous dire, alors là, par contre, je ne l'ai plus du tout en mémoire, mais vous dire quel est exactement le grammage de la carte de couverture, la main intérieure, etc., je ne m'en souviens absolument pas. Et on a oublié de dire qu'il y a des rabats aussi. Ça, c'est important. Oui. Alors évidemment, ça coûte plus cher, forcément, mais voilà, ils sont plutôt. C'est pas cartonné. Ils sont un petit peu plus fins, je trouve, que le carton habituel. Je trouve ça que ça tient un petit peu mieux en main d'ailleurs. Alors, ça aussi, ça a été beaucoup de questions qui se sont posées dans la fabrication du livre. Ça veut dire qu'est-ce qu'on voulait comme objet livre et quel était, voilà. Donc, on pouvait avoir une couverture très rigide, voilà, etc. Ça passe bien quand vous avez des petits pavés comme ça, c'est absolument parfait. Mais dès que vous avez des textes un peu plus courts, comme le livre jaune de Michael Rock, la couverture trop rigide casse en fait très souvent au niveau de la colle. Et surtout, on a énormément réfléchi parce qu'on voulait un format qui nous permette de faire des romans de 500, 600, 700 000 signes comme des romans de 120 000 signes. Et on ne voulait pas avoir des petits objets livres pour les novellas et puis des grands objets livres pour les romans. Et comme on voulait créer cet effet de collection, il fallait qu'on choisisse non seulement une taille qu'on a Ne trouvée. montrez pas ça, David. Là, tout le monde va vouloir dévaliser les librairies. L'effet collection est terrible. Donc, pardon. Donc, on a fait un 14-20. Un 14-20 parce que ça tient bien dans la main. Voilà. En tout cas, ça tient bien dans les miennes. On a fait attention à l'intérieur d'avoir des marges suffisamment aérées, mais pas trop pour éviter d'avoir des pages vides. C'est-à-dire qu'on fait attention aussi à utiliser le moins de papier possible, mais autant que possible. Vous savez, ça se travaille par cahier. Donc, quelquefois, il faut calculer au plus juste la taille des caractères pour être sûr qu'on n'a pas de perte de papier. Ça veut dire du papier qu'on aura mis dans le livre pour rien, finalement. Donc, toutes ces questions-là, on se les pose en permanence. On essaye vraiment de faire attention. Et voilà. Et en plus, ils sentent bon. C'est la première fois qu'un éditeur nous dit ça. Donc, c'est un bon argument. David, le livre de Lavie Tidhar est votre premier livre traduit. J'aimerais avoir votre avis par rapport à ce choix, entre guillemets, plutôt auteur français, primo-romancier ou pas. Quelle est votre ligne directrice par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a une ou au contraire, vous vous laissez porter par simplement le choix du manuscrit? On se laisse plutôt porter par le choix du manuscrit. Je vais être tout à fait honnête. Alors, il faut évidemment avoir un regard. Et je crois que c'est ce qui me manquait préalablement avant d'intégrer Mnemos. C'est vrai que ce regard sur les textes étrangers que je lisais, en fait, mais comme je n'avais pas de velléité de les porter auprès du public francophone, je les lisais comme un lecteur, non pas comme un éditeur. Là, le fait de les lire comme un éditeur, je me rends compte de plus en plus qu'il y a un certain effet intéressant, pas miroir, parce que justement, il n'y a pas de miroir entre la littérature américaine et la littérature française, mais les deux s'accompagnent. Et je trouve ça très intéressant, en fait. Il n'y a pas une littérature qui est meilleure qu'une autre.
il y a une somme de littérature, et dans chaque partie de cette somme de littérature, il y a des autrices et des auteurs qui, moi, me parlent et que j'ai envie de défendre. Quelqu'un dont je ne vous parlerai pas parce qu'on est en train de discuter les droits, donc voilà. Mais une autrice voilà, que j'ai très envie de voir édité par la maison d'édition. Et j'espère que ça se fera très bientôt. Mais voilà, ce sont des choix comme ça. Je lis la presse internationale tous les 15 jours, 3 semaines. En fait, je me fais une journée de presse internationale, de presse littéraire internationale. Et je vais picorer des avis, des atmosphères sur certains textes, et dans ces cas-là, je les commande, je les lis, et puis si ça me plaît et si je pense qu'ils sont pertinents à être publiés en France, et ben, je le fais. En fonction de mes moyens aussi, hein. Oui, bien sûr, j'imagine. Avant de passer à la suite, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, ne bougez pas, on sourit bien sûr, évidemment. 3, 2, 1. C'est bon, super. David, j'aimerais savoir, par exemple, vous commencez à être une maison, un label, je sais, mais j'aime vous appeler maison d'édition parce qu'à mon sens, vous êtes une maison d'édition à part entière. Est-ce que vous commencez à recevoir déjà beaucoup de manuscrits et justement, quel est votre temps par rapport à ça? Est-ce que vous avez du temps pour les lire? Vous n'êtes que 2, on a oublié de le dire, mais vous n'êtes que 2 dans la maison. Donc j'imagine que si vous en recevez énormément, ça va être difficile. Et si vous en recevez énormément, justement, est-ce que vous les lisez en entier? Ou au contraire, certains éditeurs nous disaient tout simplement, on lit les 50 premières pages, voire moins, pour se faire un avis. Alors, oui, on reçoit beaucoup de manuscrits. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, on a fermé la soumission des manuscrits là parce qu'on n'en peut plus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, on est très en retard sur la lecture des manuscrits. Pour les raisons dont vous vous doutez, hein, ça veut dire qu'il a fallu s'occuper de bien d'autres choses en cette période de Covid que des manuscrits. On est les premiers à le regretter, les premiers à se dire qu'on est vraiment... Ça va, je te dérange pas? Qu'on est vraiment très en retard. Surtout qu'en plus, ce qui nous embête le plus dans cette histoire, c'est que là, on a repoussé des romans. Donc, tous les manuscrits qui nous sont arrivés, c'est maintenant pour des publications sur 2022. 2023. Ah oui, 2023. Voilà. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est un peu très énervant pour nous parce qu'on se dit qu'on a sollicité, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait le Covid, on sollicite en début d'année 2020 en disant on aimerait recevoir vos manuscrits, donc n'hésitez pas à nous les envoyer. En se disant ils seront pour fin 2021, début 2022. Et en fait, avec les reports de date, avec un certain nombre d'impondérables qui se sont posés là, on se retrouve avec des manuscrits où on se dit mais en fait, ça va être 2023. Si on dit oui, c'est 2023. Et comment cela peut-il être acceptable? Donc voilà, donc on est... en plus, on n'a pas fini de tous les lire. Donc c'est un peu... C'était pas pour vous mettre la pression, David, hein. Non, mais moi, je me la mets déjà, en fait, et on se la met avec Frédéric, et c'est vrai que ça fait partie des éléments cette année qui nous posent le plus de problèmes parce que ça va être quelques mois très compliqués, le temps de la reprise. On va être obligé de décaler un certain nombre de titres, d'étaler en tout cas des titres qu'on avait prévus. Vous voyez, on avait prévu 6 titres à l'année, on n'en fait que 4. L'année prochaine, pareil, on n'en fera que 4, sans doute. Peut-être 5. Ah oui. Alors justement, par rapport à ça, par rapport au nombre de publications par an, on sera donc maximum 6.
si tout va bien. Et donc l'année prochaine, 4 seulement. Et oui, Ouais. donc ça a quand même fortement… Peut-être 5 si on y arrive. 5. D'accord. Vous voyez, c'est pas il peut quelquefois y avoir de la mauvaise volonté de la part d'un éditeur. Et je suis le premier à l'avouer parce que vous avez des temps de procrastination aussi quand vous êtes éditeur qui sont forcés. Parce que quelquefois, il faut revenir à la page blanche si vous voulez, vous réapproprier des textes nouveaux. Donc, il y a des moments de procrastination qui sont obligatoires. Mais là pour le coup, on est très en retard et on espère que tout ça. Et le Covid ne nous a pas aidés parce qu'en fait, on travaille beaucoup plus pendant le Covid que hors Covid en fait. Ouais. Et J'ai quand doublé il y a… mon nombre d'heures par semaine. Hein. Je suis à grosso J'imagine. modo à près de, je dois être à 85-90 heures là chaque semaine depuis le début du Covid. Voilà, sans commentaire. En effet, c'est difficile. Imaginons que demain, vous lisiez un manuscrit, mais que vous ne pouvez pas le publier avant 2023. Comment faites-vous pour garder l'auteur? C'est une question impossible. Alors, je vais vous répondre ce que j'ai dit à certains auteurs. C'est que moi, je suis intéressé par ton manuscrit. Je suis prêt même à t'aider à le travailler. Mais si tu trouves une autre maison d'édition qui peut te le publier avant, fonce. Ouais, j'imagine. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez que je dise à un auteur, et en particulier à des auteurs qui souhaitent en tirer une rémunération, ce que je peux tout à fait comprendre dans cette période? Non, ta rémunération, tu l'auras dans 3 ans, 4 ans, le temps qu'on ait les trucs. Bah, c'est pas honnête et c'est pas, enfin, intellectuellement, je me vois mal me proposer ça. En revanche, il y a des auteurs qui me disent, ah non, moi j'ai envie de travailler avec toi, donc c'est en 2023, bah écoute, ce sera en 2023, bah c'est pas grave, je ferai autre chose en attendant. Ce genre d'auteur, il vaut mieux les garder. Ok, Ça mais démontre oui, une loyauté incroyable. Je trouve ça très beau. Voilà, et puis il y en a d'autres qui ont besoin de manger, qui ont besoin de, voilà, pour qui c'est leur seul revenu. Et ben oui, Bien bah, ils sûr, peuvent pas attendre 2023, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. bien sûr. On n'a pas parlé du numérique. Est-ce que vos textes sont disponibles en numérique? Est-ce que c'est une voie qui peut, dans ces temps un peu difficiles d'accès aux librairies, est-ce que ça peut être une voie possible? Alors, moi j'aime beaucoup le numérique, à titre très personnel. Je n'ai aucune, voilà, les livres anglais en règle générale, je les commande en numérique. Hein. Pour pouvoir les lire. Donc, je les lis sur une liseuse. Voilà, ça me pose aucun souci. En revanche, pour Mu, nous avons, avec Frédéric, on a longuement réfléchi à ça. Et même si on sait pertinemment que le numérique n'a aucun impact, enfin en tout cas c'est ce que disent les études, n'a aucun impact sur la vente de livres papier, nous avons voulu, dans un premier temps, nous concentrer sur la librairie, sur les bibliothèques, sur sur la rencontre, le vivant, en fait, du livre et des personnes. Et donc, on a fait le nécessaire pour repousser, en fait, de plusieurs mois chaque sortie numérique par rapport à la sortie papier. D'accord. Ah, cela étant, c'est véritablement dommage de se séparer de l'objet livre avec une couverture et un graphisme comme cela. En effet, via le numérique, où la chose sera 9 fois sur 10 en noir et blanc. En effet, ça sera un peu dommage, mais c'est cette parution un peu repoussée et je pense un bon compromis. J'ai l'impression que… Est-ce que vous avez des retours positifs par rapport à cela? Des retours positifs, oui et non. En fait, alors, ceux qui lisent beaucoup en numérique
nous ont fait quelques messages en nous disant c'est pas très cool pour nous parce que quand même la sortie concomitante du papier et du numérique, ça nous arrange. Cela étant, vous Mais sortez peu c'est de vrai que livres par an. Donc, au final, l'un dans l'autre, c'est voilà, ça. c'est pas non plus si catastrophique. Et puis surtout, ce qui nous a conforté, c'est la période Covid nous a conforté dans l'idée qu'il fallait soutenir les librairies. Et même si on sait pertinemment que le livre numérique n'est pas un facteur d'impossibilité d'achat en papier ou qu'il vient retirer des achats en papier, euh, dans l'image que cela renvoie, on s'est dit que c'était important de montrer que les livres, il fallait les acheter en librairie. Et le Covid nous a vraiment a conforté finalement ce qu'on avait déjà prévu. C'est venu finalement appuyer un peu plus notre argumentation à ce sujet. Et on s'est dit, allez, faisons le pari des libraires lors de la réouverture. On aurait pu mettre les fichiers numériques dès l'ouverture du Covid, dès le 15 mars en fait. Ils sont prêts en fait. Donc on aurait pu tout de suite se dire, puisque ça ne se vend pas en librairie, on va les mettre en vente sur Amazon en numérique. Et on a décidé de ne pas le faire. On a C'est décidé un de ne pas le choix, c'est faire. un choix On a fort et décidé courageux. d'attendre l'ouverture des librairies. On a décidé de décaler la date de sortie. On s'est battu. On a obtenu la nouvelle date de sortie au 15 mai et on s'est battu pour qu'au 15 mai, les libraires aient eu le temps de le lire, aient eu le temps de le défendre, aient eu le temps vraiment de s'approprier ces premiers titres que nous leur proposions de mettre en avant. Alors, il y a un livre dont on n'a pas encore parlé, c'est celui d'Emmanuel Brault. Oui. C'est le dernier. On a Walter évoqué. Kurtz, on l'a évoqué, Walter Kurtz était à pied. Oui. Justement, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de celui-ci qui est particulier aussi, comme les trois autres, clairement. Walter Kurtz était à pied. C'est l'histoire principalement de Danny et Sarah. Danny et Sarah voyagent avec leur père à bord du 403 de couleur blanc albatros. Ils voyagent toute la journée, tout le temps, tous les jours. Parce que dans ce monde, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir faire quelques emplettes, lire quelques magazines, eh bien, il faut accumuler des kilomètres. C'est un peu comme avec votre carte essence. Plus vous dépensez d'essence, plus vous gagnez des points et plus vous pouvez convertir ces points pour acheter des biens. Et bien, dans cette société, c'est exactement ça. Et donc, seules les vieilles voitures ont résisté aux affres du temps parce qu'elles n'étaient que mécaniques, donc plus facilement réparables. Et on suit cette famille, ce père et ses deux enfants, Dany qui a à peine même pas 20 ans et Sarah qui a 13 ans. Et on les voit voyager de station en station, ces stations-service qui sont devenues des stations centres commerciaux finalement, et centres culturels et de divertissement. Et donc, c'est toute une vie qui se fait autour de la bagnole, autour de la voiture, jusqu'au jour où Dany va prendre le volant. Ça va être une de ses premières fois. Et puis arrivera l'accident, la mort du père, plus de voiture. Les deux enfants redeviennent des piétons. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être piéton dans un monde qui est entièrement dédié à la voiture? C'est un texte très très beau sur l'amour fraternel, sur notre capacité à la révolte, et puis surtout sans être d'ailleurs sentencieux ou en essayant de nous diriger, de diriger nos réponses. Il pose une question qui pour moi est très contemporaine, c'est sommes-nous prêts à perdre ce que nous avons pour vivre mieux? Et Et la c'est crise sanitaire dit l'inverse. voilà, c'est une vraie question et voilà, et c'est un très très beau roman. Il y a des accents de Ballard à l'intérieur, voilà, parce qu'il y a des parties quand même assez violentes,
où on retrouve Ballard, mais on retrouve surtout ce frère Danny, sa sœur Sarah, et leur recherche finalement chacun d'une identité et d'une envie de vivre, en fait, soit enfermé dans une bagnole, soit au grand air, mais l'envie de ces deux enfants, c'est une envie de vivre. En effet, celui-là aussi, il est extrêmement poignant. On n'a pas parlé de ce petit détail, mais j'aime beaucoup les détails sur les livres. C'est ce petit logo sur le dos. Alors évidemment, sur celui-ci, c'était une voiture, mais Oui. sur les autres, il y a des petits logos. Alors je ne pense pas qu'on les voit. On les voit, si on les voit. Vous les voyez à l'écran sûrement, juste au-dessus. Voilà. Mais ça, c'est un petit détail qui est aussi très important pour le phénomène collection. Justement, est-ce que c'est l'auteur qui le choisit? Est-ce que c'est vous, au contraire, ou vous êtes plutôt d'accord? On travaille toujours les couvertures avec les auteurs. En amont, on travaille, nous, d'abord, on défriche le terrain avec Kevin concernant la couverture. On va défricher le terrain. On va arriver sur 2-3 propositions un peu fortes. On va montrer aux auteurs et aux autrices. En fonction de leur choix, on va partir, on va discuter, on va échanger, et puis on va lancer la couverture. Et au moment où on lance la couverture, on commence le travail de recherche du pictogramme. Et voilà. Et donc, le pictogramme, contrairement à la couverture, reprend une idée symbolique, une idée forte du roman. C'est-à-dire, la couverture est plutôt une question d'atmosphère, de concept. Le pictogramme, lui, est au contraire très précis. C'est un élément du roman. À vous de le retrouver ou pas. Quelquefois, il n'a aucune importance. Il est peu, voilà, il sert à rien, mais on l'aime bien et donc on le met en picto. Ça fait le charme aussi de cette maison, c'est ce genre de petits détails qu'on ne voit pas souvent. Donc merci. Merci David. Alors je ne sais pas si quelqu'un a une autre question. Sinon, on va tous aller vérifier ce qui est ouvert et pas ouvert le 1er décembre ou non. En tout cas, David, merci infiniment pour ce moment. C'était passionnant et c'était… Merci vraiment à vous. Hein. Merci à vous d'avoir été présent ce soir. Je ne sais pas si je vous ai convaincu ou si je vous ai donné envie de nous découvrir. Et finalement, je vous dirais presque peu importe. L'important, c'est qu'on puisse échanger sur la littérature, sur les envies de transmettre des histoires. Voilà, sachez en tout cas que nous, on est très contents avec Frédéric d'avoir monté ce label. Tous les jours, on se dit qu'on a fait… on est en train de vivre une belle aventure, malgré le Covid, malgré tout ce qui nous arrive depuis 8 mois sur la tête. On se dit qu'on est en train de faire quelque chose. Et ça, c'est gratifiant. Et en plus, on le fait avec des autrices et des auteurs qu'on a envie de défendre. Et ça, c'est encore mieux. Et une dernière question de Fran, qui est, si tu peux allumer ton micro, c'est bon. C'est à toi. Super. C'est bon, on m'entend? C'est bon. Bonjour. Bonjour. Mais on se connaît. Oui, on se connaît. Je me demandais si vous alliez me reconnaître. Oui, quand même. Déjà, je voulais vous remercier pour l'intervention parce que je suis toujours en train d'écrire des trucs et du coup, j'aime toujours autant écouter les gens parler du milieu. Ça me redonne un peu du baume au cœur et de l'énergie. Donc ça, c'est cool. Et je voulais vous demander si… Alors, je sais que le contexte sanitaire est ce qu'il est, mais si vous comptiez reparticiper aux Imaginales, en fait. Voilà. Éventuellement. On sera présent aux Imaginales. J'ai une très grande reconnaissance du ventre. Je vois. Et outre le fait que je suis un gros mangeur, mais j'aime défendre, et en tout cas, j'aime être aux côtés de ceux et de celles et ceux qui nous ont soutenus, en fait. Et les Imaginales, alors même que Stéphanie Nico sentait que notre ligne éditoriale était
n'était pas de la fantasy comme elle aime la défendre, n'était pas non plus de la SF comme elle aime à la défendre, mais était dans une espèce d'entre-deux un peu particulier et qu'on n'avait pas forcément notre place aux Imaginales. Elle a souhaité que nous soyons présents. Elle nous a mis en avant, elle a invité des autrices et des auteurs de la maison d'édition. Et ça, voilà, ça fait partie, c'est des choses qui pour moi, voilà, il y a des personnes, je pense à Marion Mazoric du Diable Vauvert et tous ses conseils, je pense à Mathias Echnet de La Volte et tous ses conseils, je pense à Frédéric Veil et Nathalie Veil qui vraiment sont arrivés au bon moment pour redonner une impulsion à Mu. J'ai une reconnaissance du ventre et je serai toujours aux côtés. Alors, si j'y suis pas physiquement, j'aurai toujours quelque chose, en tout cas, je serai toujours en back-office pour elle et pour eux. Voilà, pour moi, c'est très important. C'est très important. D'accord, ça fait plaisir à savoir en tout cas. C'est chouette. Merci. J'espère qu'on se retrouvera là-bas. J'espère aussi. Ça se tient, enfin, on croise les doigts. On croise les doigts pour les festivals l'année prochaine, pour les salons, pour la réouverture des librairies, que je puisse recommencer à faire mon petit tour, à revoir des gens, ce serait bien. Et Marion Mazoric, qu'on avait aussi reçue, et en effet, c'est une grande dame de l'édition. On a énormément apprécié cette rencontre-là, et on apprécie tout autant la vôtre, Davy, parce que véritablement, je suis persuadé que tout le monde aujourd'hui a envie de tout acheter, clairement. J'en suis convaincu, et vos histoires et vos auteurs sont assez véritablement en dehors de ce qu'on fait habituellement, et je trouve ça merveilleux que vous ayez pris le temps d'être avec nous ce soir. Alors, merci. Est-ce que je peux me permettre un tout dernier petit mot et après je vous libère et vraiment, voilà. S'il y a une chose qui est très importante pour Frédéric et moi, c'est qu'on croit énormément en nos auteurs, on croit énormément en ce qu'on fait, mais on souhaite le faire avec une humilité qui est non feinte. Et on souhaite vraiment... il y a des auteurs formidables dans toutes les maisons d'édition qu'il faut découvrir, qu'il faut rencontrer. On espère que ceux que nous publions, vous les aimerez tout autant. Mais voilà, la littérature, elle est vaste, elle est multiple, elle est variée. Au diable les étiquettes, au diable Vauvert pour faire un clin d'œil à Marion. Voilà, il faut vraiment, vraiment découvrir tout ce qui peut être écrit. Et voilà, vous allez peut-être aimer 2 romans de la maison d'édition et en détester 2 autres qu'on publie également. Et c'est normal et c'est pas grave. Et au contraire, il faut faire vivre ça. C'est important pour nous. Le livre doit pas laisser indifférent. Voilà. Ce qu'on essaie de proposer, c'est de la littérature. On essaie de faire attention au texte. On essaie de faire attention à l'objet livre. Ensuite, le reste, c'est entre vos mains et dans votre rapport avec l'auteur. Et voilà, nous, ce qu'on donne à lire, c'est des beaux livres et on espère en tout cas que vous les trouverez beaux également. Et tout le monde aura trouvé votre modestie, j'imagine, évidente. Même pas besoin, je pense, de faire un post-scriptum. Clairement, la modestie transpire dans vos mots. Donc, merci Davy. Merci à tout le monde. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Beaucoup. Merci Davy. Merci infiniment. Merci. Bonne soirée. Embrassez Frédéric pour nous. Oui, je n'y manquerai pas. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Davy, on se recontacte en janvier pour Julien Bitan et évidemment ce livre-là Si on peut, je vais voir si on peut faire éventuellement même d'ailleurs une discussion avec Julien Bétan à la traduction Bien à sûr. côté. Ça peut être très sympa. La vie baragouine quelques mots de français, mais non, c'est très bien avec l'auteur et le traducteur, ce sera parfait. On l'a on déjà verra fait. Bon, avec la vie d'art s'il est dispo. En plus, il est adorable, donc voilà. Je pense que ce sera un très bon moment. Très bien. Au revoir, Davy. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci encore à toutes et tous. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.